Un chant pour la paix résonne ce 4 novembre 1995 sur la place des rois d'Israël à Tel Aviv. Une foule immense, quelques 200 000 personnes sont rassemblées en ce début de soirée à l'appel des partis de gauche. L'objectif ? Soutenir Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien attaqué et haï par une partie de la société israélienne pour son engagement dans les accords de paix initiés un an plus tôt avec la Palestine. Car oui, Yitzhak Rabin a ouvert une porte, tracé une voie vers l'espoir. L'espoir d'une fin au conflit israélo-palestinien. Une perspective inédite et inconcevable jusqu'ici. Lui, l'homme de guerre qui a lutté toute sa vie, s'est mué en homme de dialogue, de réconciliation. Pourtant, sans le savoir, en signant ces accords, Yitzhak Rabin a également scellé son destin. Mais en ce soir de novembre 1995, l'ambiance est à la fête. Il faut montrer au Premier ministre que son peuple le soutient. Les gens dansent, chantent, certains improvisent même une baignade nocturne dans les fontaines de la place des rois d'Israël. À la tribune ce soir-là, il prononce un discours fédérateur et pacifiste. Mais tout bascule lorsqu'Yitzhak Rabin quitte la manifestation un peu avant 22h. Alors qu'il s'apprête à monter dans sa Cadillac blindée, un homme échappe à la surveillance de ses gardes du corps et tire 3 balles dans le dos du Premier ministre. Transféré d'urgence à l'hôpital, le cœur du Premier ministre israélien cesse de battre à 22h30. Cette dernière pulsation cardiaque enterre avec elle les espoirs de paix au Proche-Orient. Ich bin ein Berliner. Le Mahatma Gandhi, l'apôtre de la non-violence, a remporté la plus belle victoire. Lee Oswald has been shot. Mr. Mustafa passed away. Scène de crime. L'assassinat est politique. Pour comprendre Yitzhak Rabin, l'homme de paix que l'on connaît des années 90, il faut remonter en arrière. Né à Jérusalem le 1er mars 1922, c'est un Sabra, un juif né sur une terre qui s'appelait encore Palestine. À 19 ans, il rejoint le Palmar, une organisation paramilitaire sioniste qui deviendra Tsahal, l'armée régulière israélienne, à la création de l'État hébreu en 1948. Guerre israélo-arabe de 48-49, guerre des 6 jours en 67, Yitzhak Rabin est de tous les conflits. Nommé chef d'état-major en 1964, c'est lui qui a orchestré la victoire éclair d'Israël sur ses voisins arabes pendant la guerre des 6 jours. Fin stratège, il exploite avec brio la supériorité technologique de Tsahal pour défaire l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Yitzhak Rabin entre à Jérusalem alors que l'armée israélienne vient de prendre la ville. Une séquence d'une symbolique puissante, reprise dans le monde entier, que nous raconte Aude Markovitch-Iorgulescu, journaliste correspondante en Israël et au Levant, pour la RTS et le journal Libération pendant 10 ans. Yitzhak Rabin est, avec d'autres officiers israéliens en 1967, un des premiers qui entre dans la Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, et retrouve en fait le Kotel, le mur des lamentations, qui n'était plus accessible en fait aux Israéliens entre 48 et 67, et qui devient, on a une photo très connue de ces jeunes soldats et dont Yitzhak Rabin qui sont devant le mur et où on rejoint en fait l'histoire, le militaire et le religieux condensés dans cette photo. Donc Rabin, il est là depuis le début dans un projet sioniste qui est l'installation des Juifs en Israël et de protéger leur existence en Israël. Il se bat pour ça depuis son plus jeune âge. Sa gloire est totale. Ovationné par la société israélienne, Yitzhak Rabin profite de son triomphe pour quitter l'armée et se lancer en politique en 68. D'abord ambassadeur pour Israël aux États-Unis pendant 5 ans, il retourne au pays en 73 et devient un membre influent du Parti travailliste, Avoda,
un parti de centre-droit, social-démocrate et sioniste. Élu Premier ministre en 1974, il est contraint de démissionner suite à divers scandales politiques en 1977, mais n'arrête pas pour autant la politique. Son passé militaire joue pour lui et en 1984, il est élu à une fonction stratégique de l'État hébreu, ministre de la Défense. En poste jusqu'en 1990, il doit alors faire face à une crise majeure. À l'étranger, en Israël, à nouveau de violents affrontements dans les territoires occupés. 5 Palestiniens et 6 soldats israéliens blessés, c'est le bilan de cette nouvelle journée de violence. Pierre contre fusil, rapport de force inégal d'une agitation devenue quotidienne dans les territoires occupés par Israël. Gaza, Cisjordanie, les territoires occupés s'embrasent en 1987. La première intifada, ou guerre des pierres, déstabilise la région et la société israélienne. Yitzhak Rabin, en déplacement aux États-Unis, ne mesure pas tout de suite l'ampleur de la révolte palestinienne. Cette crise met sur le devant de la scène la situation palestinienne. L'armée réprime violemment les insurrections et le ministre de la Défense n'entend pas céder aux revendications des Palestiniens et de l'OLP. OLP. Ces 3 lettres hantent l'État hébreu depuis les années 60. Car l'Organisation pour la libération de la Palestine, menée par Yasser Arafat, est l'acteur politique majeur en Palestine. Mais surtout, car elle est responsable de nombreux attentats terroristes depuis 2 décennies. Provocation ultime pour Israël, l'OLP va déclarer l'État de Palestine en 1988. Face à ces insurrections, Yitzhak Rabin reste intraitable. Il ira même jusqu'à déclarer « brisez-leur les bras et les jambes » en parlant des manifestants palestiniens. La situation s'enlise, la résolution du conflit est dans l'impasse, personne ne veut faire de compromis. Au tout début des années 90, il y a une première tentative de solution pour résoudre le conflit régional. Aude Markovitch. Au départ, c'est vraiment l'invitation à la conférence de Madrid de 91 par les Américains et l'URSS à l'époque, de différents pays qui sont Israël, la Syrie, le Liban et les Palestiniens, qui à la conférence de Madrid ne sont pas représentés par l'OLP. Cette conférence de Madrid est, au niveau d'Israël, représentée par Yitzhak Shamir, qui était à l'époque le Premier ministre du Likoud, un parti donc de droite, et qui était un des négociateurs à la conférence de Madrid et qui était un jeune politicien qui montait, c'était Binyamin Netanyahou. À l'époque, la conférence de Madrid n'aboutit pas à des accords, n'aboutit pas à de traités, parce qu'il n'y a pas une vraie volonté à ce moment du gouvernement Shamir d'aboutir, et les Palestiniens ne sont pas vraiment représentés par leur représentation officielle, c'est-à-dire l'OLP à l'époque. Mais il y a donc déjà, au début des années 90, un mouvement qui commence à se faire de plus en plus fort pour chercher une solution au conflit entre Israël et les Palestiniens à l'époque. Le 13 juillet 1992, Yitzhak Rabin est élu Premier ministre et ministre de la Défense à 70 ans grâce à une promesse de campagne marquante, mettre fin aux violences. Soucieux de respecter ses engagements et surtout de trouver une solution à cet interminable conflit, Yitzhak Rabin entame un changement de politique. Fini la répression, l'heure est à la discussion, à la négociation. Aude Markovitch. Il y a d'abord un vrai pragmatisme, une vraie intelligence politique, de voir que finalement, peut-être qu'on peut trouver une autre solution que le conflit permanent dans la région. Il entame alors, en secret, des discussions avec l'OLP de Yasser Arafat sous la médiation de diplomates norvégiens et des États-Unis. Côté israélien, un deuxième homme va jouer un rôle important dans le processus de paix, Shimon Peres. Il y a Shimon Peres, qui lui est très différent, qui n'est pas un sabra, qui n'est pas né en Palestine mandataire, qui lui est plus élégant, qui connaît un peu plus le langage diplomatique, qui a une autre vision. Il a aussi une vision pour la région, mais qui, elle, est beaucoup plus libéral. Il est plus rond, en fait, dans sa manière de voir, et peut-être plus diplomate. Yitzhak Rabin est un peu plus... il est plus rugueux, il est plus rude, mais sans doute, il a aussi une vision du terrain, de ce que maintenant on peut faire. Il a été vraiment convaincu. Début des années 90, il a vraiment été convaincu que la meilleure solution pour Israël, c'était une solution négociée. Et une solution
qui aboutit aux accords d'Oslo. Les deux hommes, adversaires politiques au sein du Parti travailliste, se mettent d'accord et s'allient pour discuter de la paix. À l'issue de plusieurs mois de tractations, les accords d'Oslo sont finalement signés le 13 septembre 1993 à Washington. In a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! Après une imperceptible hésitation, Rabin et Yasser Arafat vont enfin oser l'impensable, se serrer la main comme pour sceller un jour que chacun veut historique. La scène est surréaliste. Les ennemis de toujours, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, se serrent la main dans les jardins de la Maison-Blanche, encadrés par le président américain Bill Clinton. La séquence sera reprise par les médias du monde entier et précipitera la fin du Premier ministre israélien. 5 militaires israéliens ont été tués cette semaine. The Islamic group Hamas took responsibility for the attack and said the intention was to kill Israeli Air Force personnel aboard the bus. Ces accords déchaînent la haine des extrémistes des deux pays. Côté palestinien, le Hamas, né lors de la première intifada, refuse ces accords d'Oslo. Il entend faire capoter le processus de paix et entame une campagne de terreur contre l'État hébreu. Une vague d'attentats suicides frappe plusieurs grandes villes, faisant des dizaines de morts. En Israël, les milieux religieux et l'extrême droite mobilisent les foules contre Yitzhak Rabin. Pour eux, le Premier ministre est un traître à sa patrie, un félon. Des manifestations violentes éclatent à travers le pays. Le Likoud, le principal parti de droite israélien mené par Benjamin Netanyahou, est en première ligne de cette contestation. Dans ces rassemblements hostiles sont brandis des portraits d'Yitzhak Rabin grimés en officier nazi, mais aussi un cercueil avec à l'intérieur une marionnette à l'effigie du Premier ministre. La symbolique haineuse n'a pas de limite et tout est bon pour accabler ce traître à la nation. Les autorités tentent de réprimer ces manifestations dans la violence, mais rien n'y fait. La haine est consommée. Point d'orgue de cette escalade de violence, Hébron en Cisjordanie, le 25 février 1994. Aude Markovitch. Baruch Goldstein, qui est médecin, qui est un Israélien installé dans la région d'Hébron, ouvre le feu dans ce qu'on appelle le caveau des patriarches. Le caveau des patriarches, c'est un monument historique dans lequel on dit que sont enterrés une partie des patriarches, et il y a une partie musulmane et une partie juive, donc qui sont toutes les deux vénérées par les deux religions. Donc Baruch Goldstein entre dans la partie musulmane du caveau des patriarches, ouvre le feu et une trentaine de personnes sont tuées. Lui-même sera lynché par la foule après ce geste. Donc l'acte de Baruch Goldstein a un retentissement évidemment énorme, chez les Palestiniens, et résonne à quelque part dans une frange extrêmement minoritaire de colons installés en Cisjordanie et qui se disent que les Palestiniens n'ont plus à vivre en même temps sur ce territoire. L'horreur répond à l'horreur. Le cycle infernal de la violence semble sans issue. Un homme émerge de ce chaos, Yigal Amir. Jeune étudiant de 24 ans, issu d'une famille juive yéménite, il est profondément opposé à ces accords de paix. Ultranationaliste, il gravite autour des milieux religieux radicaux israéliens. Il participe aux manifestations violentes contre la paix qui éclatent à travers le pays. En 1994, il est marqué par le massacre d'Hébron et idolâtre son auteur, Baruch Goldstein. Il érige le meurtrier en martyr. Son obsession désormais, faire échouer les accords de paix et supprimer les responsables. Le chaos se poursuit en 1995. Les manifestations continuent, toujours plus violentes. Le pays se déchire, le gouffre se creuse dans la société israélienne. Une foule véhémente se rassemble devant le domicile du Premier ministre à Jérusalem et scande « Mort à Rabin, mort aux traîtres ». En parallèle, le Hamas continue sa campagne de terreur en Israël. La droite parlementaire prend le relais du fanatisme religieux. À la Knesset, le Parlement israélien,
Yitzhak Rabin subit les assauts répétés du Likoud et de son chef de file, Benjamin Netanyahou. La pression sur le Premier ministre s'intensifie. Rabin encaisse, ne flanche pas. Le 28 septembre 1995, quelques semaines avant sa mort, il est à Washington pour continuer le processus des accords de paix avec les autorités palestiniennes. Ces accords prévoient les premières élections du Conseil législatif palestinien et le découpage négocié des territoires occupés. Face à la pression de l'extrême droite religieuse et sioniste, des proches conseillers suggèrent à Rabin d'organiser un grand rassemblement pour la paix. L'objectif est de montrer au monde et à la société israélienne que l'opposition n'est qu'une minorité visible et qu'une grande partie du peuple, discret jusqu'alors, est favorable à la paix. C'est en quelque sorte un test de popularité pour le Premier ministre. D'abord opposé à l'idée, Yitzhak Rabin se laisse convaincre. Le rendez-vous est pris le 4 novembre 1995. Ce samedi, c'est jour de Shabbat sur la place des rois d'Israël à Tel Aviv. L'après-midi est aussi chaude que calme. À l'approche de la soirée, des petits groupes d'individus commencent à apparaître dans les rues du centre-ville. D'abord quelques dizaines, des centaines, puis des milliers de personnes affluent vers la place des rois d'Israël. L'appel au rassemblement pour la paix a été entendu. Vers 19h, un homme au t-shirt bleu monte dans le bus en direction du centre-ville. Dans sa poche, un pistolet Beretta 9 mm. Les premières balles de son arme ont été modifiées pour causer un maximum de dégâts. Lorsqu'il descend du bus, il enlève sa kippa. Il est calme, déterminé. Avant de se rendre au rallye pour la paix, anxieux, Yitzhak Rabin appelle les organisateurs de l'événement pour savoir s'il y a du monde. Il pousse un soupir de soulagement lorsqu'il entend dire que le peuple a répondu à son appel. Peu avant 20h, il s'installe avec sa femme, Léa, dans la Cadillac blindée qu'on lui a imposée. Direction le rassemblement. Le Shin Bet, les services secrets israéliens responsables de sa sécurité, lui conseille de porter un gilet pare-balles, ce qu'il refuse. Les abords de la place sont noirs de monde. Des centaines de policiers sont mobilisés pour l'occasion. Des tireurs d'élite sont même postés sur les toits. L'atmosphère est bon enfant. Le rassemblement tient toutes ses promesses. La foule, en liesse, est venue crier son soutien au Premier ministre. Arrivés sur les coups de 20h au rassemblement, Yitzhak Rabin et sa femme n'en reviennent pas de voir autant de monde. Les gens brandissent des drapeaux, des pancartes, dansent, chantent. Certains ont même improvisé une baignade dans les fontaines de la place. Le rallye pour la paix est un succès. Les discours se succèdent à la tribune. Yitzhak Rabin et Shimon Peres sont acclamés. J'ai été soldat pendant 27 ans. J'ai combattu tant qu'il n'y avait pas de chance de paix. Je suis convaincu qu'il existe aujourd'hui une réelle chance pour la paix. Une grande chance. Et nous devons la saisir. Le Premier ministre prononce ce discours pacifiste et humaniste, une main tendue vers la paix. Alors qu'il s'apprête à quitter la tribune après son intervention, ses équipes le rattrapent. Il y a une chanson. Lui, le militaire, grand timide, parfois considéré comme austère, se retrouve sur scène à entonner Shir la Shalom, une chanson pour la paix qu'il avait lui-même interdite quelques années plus tôt. Yitzhak Rabin est heureux. Tout sourire, il vit un moment de grâce entouré par son gouvernement et une large foule qui a compris et adhère à son combat pour la paix. Il ne le sait pas encore, mais il vit ses derniers instants. Yigal Amir attend patiemment dans une rue derrière la scène. Peu après 21h30, il voit Shimon Peres quitter le rassemblement. Il projetait de l'assassiner lui aussi, mais se ravise finalement pour se concentrer sur le Premier ministre, sa cible principale. 21h42, Yitzhak Rabin dit au revoir à ses proches venus le soutenir. Il s'apprête à aller dîner chez des amis avec sa femme. Il quitte l'estrade, descend les marches qui le mènent à sa voiture, garée derrière la scène. Il regarde à gauche, puis à droite, échange des poignées de main avec ses partisans, s'avance vers la porte arrière-gauche de sa voiture, entouré de 5 membres du Shin Bet. Il est 21h47. En une fraction de seconde,
Un homme surgit et tire à bout portant à 3 reprises dans le dos du Premier ministre. Touché à l'abdomen et à la colonne vertébrale, il s'effondre. Également blessé à l'épaule, l'un de ses gardes du corps se jette sur lui et le propulse dans le véhicule avant d'ordonner au chauffeur de démarrer en trombe. La voiture s'élance toute sirène hurlante vers l'hôpital le plus proche. Yitzhak Rabin marmonne, balbutie des phrases inintelligibles. Il est grièvement blessé. Il arrive inconscient à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. À 22h30, le cœur d'Yitzhak Rabin cesse de battre. Les efforts des médecins n'y feront rien. The Prime Minister of Israel and the Minister of Defense, Mr. Yitzhak Rabin, passed away. Israël est en état de choc. Spontanément, des Israéliens se sont rendus. Douleur, déchirement, la foule n'en revient pas. La peine est immense, la blessure profonde. C'est la consternation absolue dans le pays. Aude Markovitch. Donc, il y a d'abord cette sidération-là. Tout le monde porte après des stickers où c'est marqué Shalom, Chaver. Chaver, c'est l'ami de cœur, l'ami proche. Interpellé immédiatement après avoir tiré sur Yitzhak Rabin, Yigal Amir est condamné à la prison à perpétuité le 28 mars 1996. Yitzhak Rabin est inhumé 48 heures plus tard sur le mont Herzl à Jérusalem. Fait inédit pour un officiel israélien, tous les leaders de la Ligue arabe sont présents à ses funérailles. Ils honorent la mémoire d'un homme et son combat pour la paix. Après la prise de parole des chefs d'État, une jeune fille monte à la tribune. C'est la petite fille d'Yitzhak Rabin. Elle prononce un discours émouvant. ושישמרו עליך טוב, כי אתה ראוי למשמר שכזה. אנחנו אוהבים אותך סבא תמיד. 4 jours après les obsèques, un homme vêtu d'un imperméable et de lunettes noires, entouré de gardes du corps, se rend au domicile de Léa Rabin. Une visite clandestine et risquée. C'est la première fois qu'il pénètre en Israël. Lorsqu'elle ouvre la porte, la veuve du Premier ministre découvre Yasser Arafat, la mine grave. Il tenait à lui présenter ses condoléances en personne. On ne sait pas ce qu'il s'est dit lors de cet échange, mais il symbolise bien la peine de celui qui avait trouvé en Yitzhak Rabin son meilleur espoir de paix. Aude Markovitch. Il se trouve que l'année suivante, en 96, il y a des élections législatives et que c'est le Likoud qui remporte les élections. Et le Premier ministre en 96, c'est donc Binyamin Netanyahou. Après, il y aura des allers-retours, il y aura Ehud Barak qui va devenir Premier ministre travailliste et qui en 99 et qui lui va aussi tenter un autre processus de paix, toujours avec le même Yasser Arafat. Et là, on n'arrive pas à un accord. On n'arrive pas à sortir en fait de l'ornière des dissensions et puis des éléments problématiques en fait des accords d'Oslo qui avaient été laissés pour plus tard. Ça c'est le problème un peu d'Oslo, c'est que on décide des grandes lignes mais on laisse les problèmes sensibles pour plus tard et plus on touche les problèmes sensibles et puis on se rend compte qu'on n'est pas d'accord. Une deuxième intifada éclate alors en 2000. Les désaccords prennent le dessus et les tensions ressurgissent. Bien qu'imparfaits, ces processus de paix resteront le plus proche symbole d'une résolution de conflit au Proche-Orient. 30 ans plus tard, force est de constater que la spirale de violence n'a plus de limite. 2000 combattants du Hamas s'engouffrent sur ce... L'armée israélienne aux portes de Gaza. Israël poursuit son intensification militaire. Par la force cette journée noire qu'ils ont infligée à Israël et à son peuple. Si Yigal Amir n'a peut-être pas tué la paix en assassinant Yitzhak Rabin, il a vraisemblablement tué son meilleur espoir.